Bien, et je vous propose de poursuivre cet entretien d'embauche en parlant plus spécifiquement de Scrum et du rôle de Scrum Master. Et pour être totalement transparent avec vous, je me pose encore certaines questions. C'est très bien parce que la transparence, c'est un des 3 piliers de Scrum. D'accord, et quels sont les deux autres alors? On a l'inspection et l'adaptation. D'accord, et comment les appliquez-vous au quotidien? Alors, l'inspection, c'est quelque chose qui s'applique par toute l'équipe. Donc, l'équipe, elle va présenter d'une façon transparente son travail fini aux parties prenantes et du coup, elle va récupérer du feedback. Ce feedback, il est important parce qu'elle va l'inspecter, elle va l'étudier et essayer du coup de s'adapter en mettant en place des actions d'amélioration. Ces actions d'amélioration vont les permettre de travailler d'une façon plus efficace et potentiellement livrer un meilleur produit. D'ailleurs, ces 3 piliers, ils sont garantis aussi par les événements Scrum. D'accord, vous parlez d'événements, est-ce que vous pouvez me les citer? Oui, bien sûr. Du coup, on a 4 événements Scrum importants. Le premier, c'est le sprint planning. Donc, le sprint planning, c'est le moment où l'équipe Scrum va se regrouper pour définir un objectif pour l'itération et mettre en place le plan d'action pour l'atteindre. On a ensuite la mêlée quotidienne ou le daily. C'est un événement quotidien de 15 minutes où les développeurs, notamment, ils inspectent leur travail par rapport au plan d'action qui était mis en place pour atteindre l'objectif et l'adapter pour atteindre finalement cet objectif-là. On a ensuite la sprint review qui est un moment où l'équipe présente son travail fini aux parties prenantes, aux clients, aux autres équipes de leur entreprise et récupère du feedback. Et pour finir, un événement qui me tient à cœur, qui est la rétrospective. Et c'est là où l'équipe va s'inspecter, va travailler sur des actions d'amélioration et va pouvoir du coup mettre en place des plans pour s'améliorer. D'accord, intéressant. Et est-ce vous qui animez toutes ces réunions? Alors non, le sprint planning est généralement animé par le responsable du produit, donc le product owner. Le daily, c'est pour et par les développeurs, donc c'est un moment pour les développeurs. On a le sprint review, c'est vraiment l'équipe Scrum qui s'organise comme elle veut pour qu'elle puisse animer cet événement. Et pour finir, la rétrospective, c'est moi. Mais moi, mon objectif principal en tant que Scrum Master, c'est de garantir que ces événements aient lieu dans de bonnes conditions et que l'objectif de chacun soit atteint, de chaque événement soit atteint. Donc si j'essaie de résumer, en quelque sorte, votre rôle de Scrum Master, c'est de garantir la bonne tenue du cadre de Scrum, quoi. Tout à fait, ça fait partie de mon rôle, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la levée d'obstacles des équipes, il y a la garantir l'amélioration continue. Voilà. D'accord. Écoutez, c'était très intéressant. Je vous propose qu'on arrête là pour aujourd'hui et je vous recontacte pour la suite si ça vous convient. Je te remercie. Donc, dans cette première scène, on a présenté le rôle de Scrum Master d'un point de vue, j'allais dire, classique, tel qu'il peut être décrit dans le guide Scrum. Par la suite de cette présentation, on va le présenter sous un plan un peu plus personnel. Mais avant qu'on aille vers ça, je vous propose déjà qu'on se présente. Myriam, si tu veux commencer. Du coup, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être aussi nombreux. Je m'appelle Myriam Elelou. Je suis Scrum Master chez Zenica, donc je suis consultante Scrum Master chez Zenica. Et j'ai commencé ma carrière en tant que développeur et ensuite j'ai bifurqué vers le rôle de Scrum Master que je fais depuis à peu près 3 ans, dont 1 an que j'ai eu le rôle en parallèle Dev Scrum Master. Et du coup, j'ai découvert l'agilité en 2015 et je me suis pas mal auto-formée en lisant des bouquins. Voilà, il y a plein de ressources sur Internet, donc c'était le Graal. Et du coup, j'ai conclu ma formation, mon auto-formation avec une formation officielle auprès de Scrum Life, donc Jean-Pierre Lambert et Constantin Guay, sur comment devenir un meilleur Scrum Master. Et c'était vraiment très utile. Et si je peux me décrire en quelques mots, je dirais que je suis passionnée, motivée parfois un peu trop et très très émotive. Moi, si je devais me qualifier en 3 mots, je dirais que je suis quelqu'un d'organisé, de calme et parfois un peu trop obstiné, quoi. Sinon, donc moi j'ai commencé le rôle de Scrum Master il y a 9 ans. Je l'ai exercé pendant très longtemps en parallèle du rôle de développeur. C'est depuis mon arrivée chez Locan, donc il y a 1 an et demi, que je n'ai plus que cette casquette de Scrum Master, mais sur 2 équipes. À mes débuts, moi j'ai été accompagné par Véronique Messager et Alexandre Boutin, donc j'estime que c'était une chance formidable parce que ça m'a permis vraiment de commencer sur de très bonnes bases.
Et ce que j'aime avant tout dans le rôle, c'est que ça me permet de garder un pied dans la technique. Donc évidemment, quand j'étais développeur et Scrum Master, enfin, ça allait de fait, mais même maintenant, je continue à avoir des échanges réguliers avec les équipes de développement. Mais en parallèle, ça m'a permis aussi d'élargir mon périmètre, puisque j'ai des discussions évidemment avec le product owner, la product owner en l'occurrence, et voir avec les équipes marketing ou d'autres équipes au sein de la société. Donc c'est cet aspect plus large qui me plaît beaucoup. Et ce que j'apprécie aussi du rôle, c'est que c'est un rôle qui m'a moi transformé sur un plan personnel, donc je parle même hors pro, euh, particulièrement sous l'influence de Véronique Messager, qui m'a aidé à développer mon empathie et aussi à apprécier d'autres manières de travailler que la mienne en fait. Et moi, de mon côté, ce qui me plaît énormément dans ce rôle, c'est que finalement, c'est un rôle qui nous demande de se mettre dans des chaussures de beaucoup d'autres profils. Parce qu'un Scrum Master, il a besoin de parler avec un product owner, un manager, un développeur. Voilà, on a différents profils avec lesquels on interagit au quotidien. Et finalement, on travaille sur nous-mêmes, sur comment leur amener le message pour qu'il corresponde à leurs attentes, à leurs besoins. Donc ça, c'est très enrichissant et ça nous apprend beaucoup de choses sur les autres. Et sur un plan d'autres plutôt prise de recul, ça m'a aidé énormément à prendre du recul, que ce soit sur ma vie pro ou ma vie perso. Donc comme je vous ai dit, je pleure au quart du tour. Donc c'était très important pour moi d'apprendre à gérer mes émotions, à les mettre surtout à mon avantage et être passionnée par un sujet sans vraiment le prendre à l'échelle émotionnelle. Et d'un point de vue global, finalement, être agiliste, c'est faire partie d'une communauté qui est exceptionnelle, on rencontre des gens qui sont qui sont prêts à partager, à t'aider à grandir, à discuter. Et ça, c'est inestimable. Donc, à travers les scènes qui vont suivre, on va essayer de vous raconter un peu des mémoires de notre quotidien. Peut-être vous allez vous y retrouver dedans. Ouais, on n'est pas alcoolo. Le rôle du Scrum Master, il y a joué un peu. Et du coup, voilà, donc on va vous présenter des scènes du quotidien, vous faire des retours d'expérience, vous expliquer, vous donner plutôt, pardon, pas vous expliquer, mais vous donner plutôt des conseils, des astuces sur comment on a pu gérer ou même les éviter. Ça pourrait potentiellement vous être utile pour la suite. Salut, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu deviens? Ben écoute, je suis encore toujours fidèle à mon poste. J'ai ouvert une nouvelle boulangerie dans le coin là. Faut vraiment pas du tout que tu hésites à venir goûter nos spécialités. Écoute, félicitations, puis je note pour l'invitation. Et toi du coup, t'étais dans l'informatique, c'est ça? T'étais développeur? Alors j'étais développeur, maintenant je suis Scrum Master. Je comprends vraiment rien à votre jargon. C'est quoi Scrum Master? Alors c'est Scrum avec un M. Et alors, pour faire bref, disons que j'aide une équipe de développement et un responsable de produit à améliorer leurs pratiques et j'essaie aussi de leur garantir un bon cadre de travail. Mais c'est génial, t'es leur chef du coup. Alors non, justement, c'est la différence avec le rôle de manager, c'est qu'il n'y a aucun lien hiérarchique entre eux et moi. Ok, mais t'es quoi? Et je suis un membre de l'équipe à part entière. Je travaille avec eux au quotidien. Il y a juste que j'ai certaines responsabilités un peu différentes. Donc au quotidien, je suis amené à animer différents types de réunions. Je peux être amené à détricoter certaines situations un peu complexes, voire gérer des conflits. Et surtout, j'essaie d'accompagner l'équipe dans son amélioration continue. Ok, bon, je commence à comprendre. Voilà. Et du coup, tu fais toujours du développement informatique? Alors moi, j'en fais plus. Ceci dit, certains Scrum Masters peuvent continuer à en faire, ça dépend, quoi. D'accord, bon, ça a l'air pas mal, mais je t'avoue, moi, je préfère rester avec ma boulangerie, hein. Et c'est pas trop stressant ton truc? Ça peut parfois l'être parce que, comme je disais, on fait face à des situations des fois un peu compliquées. Mais c'est dans ces cas-là que moi, je dois plutôt essayer de garder mon calme, prendre du recul, analyser la situation, comprendre les besoins de chacun, quoi. L'astuce? Ou tu peux la gueuler dessus un bon coup, ça marche aussi, hein. Ouais, alors ça, moi j'évite parce que ça marche pas trop généralement. Au contraire, je dois plutôt amener les gens aussi à prendre du recul eux-mêmes, à se poser les bonnes questions, quoi. Ah, tiens, ma bière, elle est vide. Je vais aller en reprendre une autre, mais t'hésites pas du tout à repasser, on pourra continuer la conversation à l'occasion. Eh avec plaisir. Alors dans cette scène, on a surtout parlé de la posture basse du Scrum Master.
Donc moi, personnellement, c'est une posture que je trouve parfois compliquée à tenir, d'autant plus que j'ai une expérience d'un manager, pas chez Locan, je précise, qui en fait l'avait adopté du jour au lendemain. Et en fait, chaque fois que quelqu'un allait le voir avec un problème, sa première réponse, c'est «Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Et ça a fini par irriter pas mal de personnes parce que ça donnait l'impression qu'ils se déchargeaient des problèmes. Et si nous, on allait le voir, c'est qu'on était coincés en fait. Du coup, je me méfie, enfin voilà, je pense que la position est très importante pour un Scrum Master, mais il ne faut pas l'adopter systématiquement, il faut aussi jongler un peu avec la posture haute, quoi. Du coup, si je rebondis sur la posture haute, c'est une posture qui est très importante parce que finalement, une des facettes du Scrum Master, c'est la partie coaching, où il va être vraiment en proactif, aider les gens, accompagner les gens, leur donner des conseils sur leur rôle, et ainsi de suite. Mais c'est une posture qui est quand même assez tricky parce que garder une posture haute à long terme, c'est quand même quelque chose qui peut être épuisant pour le Scrum Master d'un côté. Mais d'un autre côté, on ne laisse pas à nos équipes d'essayer de trouver leur place et finalement essayer travailler sur des stratégies, essayer des choses, échouer et du coup finalement apprendre de leur échec. Donc il y a un juste milieu entre accompagner les équipes en étant proactif, en mettant en avant des solutions d'amélioration et prendre la posture plus d'une caméra d'observation où on va observer ce qu'ils font et être là s'ils ont besoin d'aide et finalement s'ils échouent sur quelque chose, les accompagner pour l'aider à se dire comment je ferai mieux la prochaine fois. Un autre aspect qu'on a abordé, c'est savoir gérer son stress, qui est quelque chose de très important pour le rôle de Scrum Master. Je pense que je suis très bien placée pour vous le dire. Du coup, quand j'ai commencé mon rôle de Scrum Master, une des premières choses que j'ai fait, c'est prendre le stress de l'équipe, prendre le stress de l'entreprise et prendre le stress de moi-même. Donc, j'étais une boule de stress ambulante qui hurlait dans tous les sens. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas normal. Je peux pas être comme ça constamment. Donc, en faisant mes recherches, j'ai découvert la notion de la dette émotionnelle. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, il y a Marilyn Cole qui est vraiment experte sur le domaine et elle a des vidéos excellentes là-dessus. Donc, ce que je me suis dit, c'est une agiliste, je vais la contacter. Du coup, je suis allée la voir, je lui ai dit, j'ai besoin d'aide. Je suis en galère, je vais partir en burn-out, je vais craquer. Qu'est-ce que je fais? Du coup, on a pas mal discuté. Elle m'a donné plein d'astuces sur comment exprimer mes émotions, comment pouvoir exprimer sans vraiment déléguer mes émotions sur quelqu'un d'autre. Et du coup, on pourra en parler davantage. C'est un sujet que je peux parler pendant des heures. J'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai garanti tout d'abord ma sécurité psychologique, mon bien-être émotionnel, pour pouvoir attaquer par la suite celle de l'équipe. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'on soit d'abord bien nous-mêmes et ensuite, on prendra le bien-être des autres. Alors, de mon côté, juste un petit retour d'expérience. En 9 ans, j'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs équipes. Et en fait, quand l'accompagnement prenait fin, ce que j'aime bien faire, c'est demander ce qui les a marqués en fait. Et ce qui m'a été remonté plusieurs fois, c'est que j'ai apporté de la sérénité au sein de l'équipe. Et je me dis, si c'est remonté de différentes personnes, c'est que ça avait son importance. D'où je rejoins Myriam, pour moi c'est capital qu'un Scrum Master sache gérer son stress et pas le transmettre à l'équipe en tout cas. Bon, du coup, tu m'as dit que vous pratiquez Scrum depuis 6 ans. Comment ça se passe? Écoute, je te dirais qu'on connaît les bases, mais on a un peu tendance à oublier à quoi sert tel événement, pourquoi on fait ça, enfin tu vois quoi. Ok, merci beaucoup pour ce retour. En tout cas, c'est très important de savoir que, en tant que Scrum Master qui vient d'arriver dans votre équipe, je vais vous aider à prendre du recul sur vos pratiques actuelles et essayer de les adapter en fonction de votre besoin. Ouais, je pense que ça pourra aider l'équipe, c'est pas mal. Ok, et dis-moi par curiosité, vous avez eu un seul Scrum Master pendant ces 6 ans? Non, on en a eu 3. Ah, c'est bien ça. Donc, je pense que tu es complètement capable de me dire ce que c'est un Scrum Master. La question piège, attends, je pourrais dire un animateur de réunion et un gestionnaire de vélocité. Au secours. Oh, ok, merci. On part sur une base. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment ce que tu attends du Scrum Master? Non, en fait, moi, j'attends de lui qu'il nous aide dans notre travail au quotidien, quoi. Et parce qu'on y met des réunions, enfin, à la limite, tu vois, on sait le faire tout seul, quoi. Ok, je te remercie. Moi, j'ai plus de questions. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Non, écoute, c'était intéressant d'échanger avec toi. Je te remercie. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ces échanges et je vais poser les mêmes questions aux autres membres de l'équipe.
Et du coup, je reviendrai avec une synthèse et avec les potentiels problèmes qui sont remontés. Et du coup, on essaiera de travailler sur un plan d'action ensemble. Parfait. Du coup, à travers cette scène, donc c'est un Scrum Master qui échange avec un dev. Je ne sais pas si c'était voilà, évident. Une des choses que nous, on a vécu en tant que Scrum Master, c'est échanger régulièrement avec son équipe, c'est la question éternelle. Moi, de mon côté, une des premières choses que je fais quand j'arrive dans une équipe, c'est que je leur dis, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, je mets un one-to-one avec les différents membres de l'équipe, dans lequel je fais une sorte de question. Qu'est-ce qu'un Scrum Master pour vous? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre équipe? Qu'est-ce qui va bien? Donc, essayez d'avoir d'abord un retour individuel pour ne pas influencer les réponses par rapport au collectif. Donc, je récupère ces infos, je fais une synthèse, on en discute ensemble. Mais du coup, par la suite, mes échanges deviennent plus opportunistes. Si je vois par exemple qu'un membre de l'équipe, je ressens un mal-être, une fatigue et tout, je lui propose qu'on échange, donc on se pose. Et sinon, l'astuce, c'est on chope quelqu'un sur la machine à café. Et sur la machine à café. Et du coup, comment ça va? Et du coup, finalement, ça crée tout de suite un échange plus fluide, plus spontané et plus précis pour le moment. De mon côté, moi j'essaie, je dis bien j'essaye parce que j'arrive pas très bien à avoir des one-to-one réguliers avec les membres de l'équipe. Par contre, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'au bout d'un moment, on finit par se regarder dans le blanc des yeux sans trop savoir quoi se dire. Et j'ai essayé un truc il y a quelques années que je pratique encore, c'est j'arrive avec des questions préparées en fait. J'ai 30 questions sur 30 bouts de papier que je présente face cachée à la personne en face de moi et je lui demande d'en choisir 5 au hasard. Donc elle en prend 5, elle regarde les questions et elle en garde 3 pour elle, auxquelles elle répondra. Elle m'en donne une à moi à laquelle je devrais répondre et elle en écarte une à laquelle ni elle ni moi ne répondra. Et donc l'intérêt de ça, c'est que c'est un côté un petit peu ludique déjà. Et en fait, ça permet d'aborder des points auxquels on n'aurait pas forcément pensé de prime abord en discutant comme ça, sans vraiment préparer. Et en plus, d'expérience, on digresse pas mal sur les questions initiales. Donc au final, ça fait des échanges assez enrichissants. Et ça a pas mal marché. C'est quelque chose que je suis amené à répéter de temps en temps, quoi. Le deuxième point qu'on a noté, c'est trouver le rythme auquel solliciter l'équipe. Moi, je pars du principe qu'un développeur, ce qu'il aime avant tout, c'est développer. Et du coup, alors, les événements Scrum, eux, sont fixes. Par contre, sur tous les points qu'on peut avoir à côté sur un sujet ou un autre, j'essaye plutôt de les étaler au fur et à mesure des semaines, des sprints, etc. Vraiment pas de les surcharger pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur leur tâche de dev, avoir des grandes périodes où ils puissent avancer sur un sujet, le creuser sans trop les interrompre, quoi. Moi, de mon côté, au début, j'étais comme Olivier. Je m'inquiétais beaucoup sur quand je pose ma réunion, quand je dois faire ça. Mais maintenant que j'ai une posture de consultante, finalement, je viens dans des équipes pour des périodes bien définies. Donc, une des premières choses que je fais comprendre aux équipes, c'est que j'ai besoin de vous pour qu'on ait le plus d'impact possible avec le temps qu'on a. Donc, on essaye de travailler ensemble. Une des premières choses, c'est après qu'on ait eu les one-to-one, relever les problèmes, on définit un plan d'action, on essaye de faire une feuille de route potentiellement sur 4 mois. Cette feuille de route, elle est absolument pas figée. Elle peut évoluer avec le temps, il y a les priorités qui changent, mais ça permet quand même de donner aux élèves, aux développeurs, aux développeurs, aux développeurs et autres, à toutes les personnes qui sont dans l'équipe Scrum, et de donner une idée sur le cadencement des actions d'amélioration. Ce qui me fait parfaitement rebondir sur le dernier point. Une des choses que j'apprécie beaucoup, c'est de cadencer les actions d'amélioration collective, donc de l'équipe. Mais il faut savoir que des fois, les actions d'amélioration collective, elles peuvent être heurtées par des personnes qui sont réticentes, on ne peut pas toujours avoir des personnes qui sont très motivées. Donc, moi, une des choses que je fais, c'est si j'identifie une personne qui est réticente à une action d'amélioration et qu'elle le montre ou qu'elle ne le montre pas, j'essaye d'abord de gérer ce problème individuel pour comprendre qu'est-ce qui la limite, quelle est la peur qu'elle a de cette action, qu'est-ce qui la freine, et essayer de collaborer avec elle pour trouver une sorte de compromis. Et par la suite, je reprends l'action collective. Une autre chose que j'aimerais aborder, c'est que souvent, en tant que Scrum Master, on vient derrière, suite à un Scrum Master qui a quitté l'équipe, et il a fait des actions d'amélioration. Le but, ce n'est pas du tout de tout jeter,
Le but, c'est on prend avec l'équipe, je prends avec l'équipe la liste des actions et on regarde ensemble, en fonction de la situation actuelle, du besoin actuel de l'équipe, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on modifie et qu'est-ce qu'on dit, ben, on abandonne avec l'accord de quasi tout le monde. De mon côté, moi, ce que j'avais l'habitude de faire, que j'ai encore fait en arrivant chez Locan, donc à mon arrivée dans une équipe, c'est de prendre 3-4 semaines d'observation et de noter dans mon coin ce qui me semble étrange par rapport aux pratiques Scrum normales, entre guillemets, voire par rapport à mon vécu, enfin voilà. Je pense que je vais arrêter de faire ça parce que bah, j'ai trouvé que ça avait un côté un peu prétentieux de dire bah, je sais ce qu'il vous faut et voici la manière dont vous devriez travailler. Je vais plutôt me concentrer sur, enfin, en fait, comme dit Myriam, le Scrum Master ou l'équipe avait mis des actions avant que j'arrive, qui devaient certainement les aider. J'ai pas de raison de remettre ça en cause. Donc, je pense que le plus important en arrivant dans une équipe, c'est vraiment de se concentrer sur les problèmes que l'équipe rencontre, pas sur ses pratiques, et essayer de résoudre les problèmes qu'elle peut avoir. Il faut que je m'assoie bien pour celle-là. Bon, je t'avoue, j'ai failli annuler notre point mensuel parce que bah, avec les entretiens de fin d'année, bah, je vois pas le temps passer, quoi. Ben, il n'y a pas de souci, moi, ça me va de l'annuler. Non, mais écoute, on est là, on va le garder. En plus, il y a un point dont je veux discuter avec toi. Mais avant ça, dis-moi, ça se passe comment dans l'équipe en ce moment? Mais c'est une équipe qui vient d'être créée, on est en plein période de rodage, ça se passe bien. Tu as un exemple à me donner? Oui, ben, le backlog par exemple, là on est en train de le mettre, ça... Ouais, le PO fait pas son boulot, là? C'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est juste, on commence à se connaître, on se crée, on apprend à faire les choses, il faut du temps. D'accord, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille un peu plus vite? De ton côté, ce que j'ai besoin de toi, c'est de nous faire confiance et d'être dispo si on a besoin d'aide, mais actuellement, on te remercie et on n'en a pas besoin. Mais d'un autre côté, moi, je suis en train de collaborer avec la Product Owner pour mettre en place la notion du backlog, la notion d'affinage et présenter cela à l'équipe. Donc, finalement, il nous faut de la confiance et le temps, voilà, un peu de temps. D'accord, bah écoute, ma confiance, vous l'avez en tout cas. Génial. J'aurais aimé en faire un peu plus, mais bon, soit, je vais me contenter de ça pour le moment. Je reviens à mon sujet du coup, si tu veux bien. Donc, j'en ai parlé, c'est la période des entretiens de fin d'année. Tu te souviens, j'ai envoyé un mail pour dire aux gens de les préparer. Je l'ai vu. Et en fait, j'ai déjà vu 2 personnes de ton équipe et il s'avère qu'aucune des deux l'avait préparé. Du coup, ce que j'aimerais te demander, c'est de faire une com à ton équipe pour leur dire qu'un entretien de fin d'année, ça se prépare, quoi. J'entends. Et moi, je poserais la question autrement. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce rappel toi-même? Si c'est toi qui leur dis, ils vont t'écouter, non? Ils vont surtout me dire que je suis pas leur chef et ils auront bien raison, hein. Mais enfin, tu peux pas m'aider? Alors, laisse-moi réfléchir. J'ai une idée. Ce que je te propose, je t'invite demain au daily. Comme ça, je te donne 2-3 minutes au début, avant qu'on commence, nous. Il y aura toute l'équipe, tu pourras avoir tout le monde et tu leur fais le rappel en toute bienveillance. Ouais, bah écoute, c'est plutôt une bonne idée, je prends. Voir, je pourrais peut-être leur toucher 2 mots des groupes d'expertise transverse qu'on souhaite mettre en place, non? Non. Moi, ce que je te propose, en fait, j'ai pas mal encore de questions, de clarifications sur ce sujet. C'est encore un peu flou pour moi. Et à la dernière réunion qu'on a eue, on s'était mis d'accord avec tous les managers et tous les Scrum Masters qu'on discute d'abord entre nous. Et par la suite, du coup, les Scrum Masters iront prendre la température des équipes. Ça te va? Bah écoute, ouais, on va s'en tenir à ce plan-là. Ben, je te remercie. Merci à toi. Du coup, on a abordé un peu de sujets durant cette petite magnifique scène. Du coup, on a parlé du PO. Pour l'instant, on n'a pas encore parlé dans notre conférence, mais le PO, la PO, c'est quelqu'un de très important. Et en fait, finalement, former un binôme avec le PO Scrum Master, c'est très important. Donc, je vous donne un retour d'expérience. Je suis arrivée dans une équipe où le PO, faisait le rôle de Scrum Master, de PO, de chef de projet, de budgétaire, de femme de ménage. Voilà. Il faisait le rôle de tout. Et du coup, moi, je ne trouvais pas ma place de Scrum Master. Qu'est-ce que je fais?
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé, on a réfléchi et on a listé un peu toutes les actions que le PO fait aujourd'hui. Et on s'est dit, ben, moi, en tant que Scrum Master, ça, c'est une action que je prends. Ça, c'est une action où on doit binômer. Ça, c'est une action où je peux être ton backup s'il le faut. Donc, on a un peu remis les choses au clair pour tout le monde. Tout d'abord pour nous, pour qu'on puisse former un binôme qui est complémentaire et non pas s'empiéter l'un sur l'autre. Mais d'un autre côté aussi, vis-à-vis des développeurs, vis-à-vis des gens qui collaborent avec nous, on a un peu plus clarifié la situation parce que finalement, en plus de toute sa charge de travail, le PO, il avait les gens qui venaient en boule de neige avec plein de questions, avec tout. Et on a montré que finalement, on est deux, on binôme et on peut répondre aux questions, on peut aider les gens à faire marcher les choses sans qu'il n'y ait qu'un seul rôle qui s'en charge. Alors, là où moi je rejoins Myriam, c'est que pour moi le binôme PO Scrum Master est extrêmement important. En fait, dans Scrum, c'est les deux seuls rôles qui n'ont pas de pair dans l'équipe. Enfin, les développeurs, ils sont tout un groupe. Donc du coup, il est hors de question qu'ils restent dans leur coin. Il faut vraiment qu'ils communiquent régulièrement. Et ce binôme-là est vraiment de nature à tirer l'équipe pour moi. Par contre, là où j'ai une petite différence avec Myriam, c'est que moi j'aime bien quand il y a une zone de flou entre le rôle de PO et le rôle de Scrum Master. Euh, c'est- Ça va à l'encontre de ce qu'on peut lire dans le guide Scrum. Néanmoins, pour l'avoir vécu, et sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'il faut que ça se fasse de manière naturelle, que ça ne pose pas de problème, etc. Mais quand on s'autorise à aller un peu sur le rôle de l'autre et que enfin, que ça se fait limite sans réfléchir, mais en fait c'est hyper efficace, enfin, tel que je l'ai vécu, et hyper agréable en fait. Voilà, c'est assez personnel comme ressenti, mais c'est comme ça que je l'ai vécu, ça m'est arrivé quelques fois et voilà, j'ai bien aimé. Donc on va revenir à la relation entre le manager et le Scrum Master. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on escalade au manager quand un problème n'est plus gérable dans l'équipe. Là, je vais prendre un exemple donc chez Locan récent. Chez Locan, on a encore quelques sujets qui sont du spécifique client, donc qui ne s'inscrivent pas dans la roadmap produit. Ces sujets, quand ils arrivent au sein de l'équipe, forcément, ça pose des problèmes parce que c'est des choses qui généralement ne se partagent pas bien au sein de l'équipe parce qu'il y a toujours un expert sur le sujet. Ça perturbe par rapport au déroulement normal du produit, enfin tout un tas de problèmes. Moi, je considère que mon rôle, c'est de remonter ces problèmes. Je les remonte encore et encore. Enfin, j'hésite pas à les remonter chaque fois qu'on fait face. Par contre, de mon point de vue, c'est un choix d'entreprise, un choix stratégique, et que enfin, je me dis que je ne vais pas dépenser mon énergie à me battre pour changer ça. Je dis, enfin, pour moi, c'est du rôle du manager, je lui transmets les problèmes, à lui de voir comment il escalade ça, s'il y a moyen de faire quelque chose. Mais moi, je me tiens en dehors de ce combat-là, quoi. Ouais, c'est pas notre combat. Moi, de mon côté, une des choses que j'apprécie énormément quand j'escalade au manager, en tout cas, je l'ai appris au fur et à mesure de mon expérience, c'est de clarifier les attentes que j'ai par rapport à son intervention. Je viens avec un problème, mais peut-être il va pas savoir qu'est-ce que j'attends de lui. Donc, une des choses, c'est que j'essaye de formuler un petit peu ce que j'attends de son intervention. Et ça évite d'un côté qu'on ait un conflit, qu'il y ait des actions insouhaitables qui aient lieu. Et d'un autre côté, ça permet qu'on soit transparent vis-à-vis de l'un de l'autre, qu'est-ce qu'on attend de chacun de l'autre et mettre en place, du coup, éviter toute situation indésirable. Mais d'un autre côté, je refuse d'être le relais systématique du manager. Par exemple, on rencontre souvent dans nos entreprises des managers qui proposent des réunions, des formations, sans vraiment trop expliquer pourquoi. On reçoit l'invitation, il n'y a rien dans le sujet. Voilà, on te bloque 4 jours, ben pourquoi? Et du coup, souvent, il y a des membres de l'équipe, et les managers viennent me dire, ah, X, il veut pas faire ça, pourquoi il vient pas, faut que tu le convaincs. Donc, une des premières choses que je lui dis, moi, en tant que Scrum Master et être humain, je ne convainc personne de quoi que ce soit. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est de parler avec la personne, de comprendre quelles sont ses craintes, pourquoi elle est réticente, qu'est-ce qui se passe, et bien sûr, avec son consentement, remonter cela au manager pour essayer de trouver une solution. Donc, c'est vraiment... euh, on est vraiment là pour essayer de trouver le juste milieu entre les deux et pas vraiment d'imposer quoi que ce soit à nos membres de l'équipe. J'aime pas le mot collaborateur. Sur ce dernier point, je vais prendre aussi un petit exemple chez Locan récent, quoi. La direction souhaite mettre en place une KPI qui remonte des équipes. Donc on s'en sort bien, il n'y en a qu'une. Donc moi, je considère que mon rôle, c'est d'aider le manager à obtenir ces métriques.
Et donc, je vais mettre en place ce qu'il faut dans l'équipe pour que ça remonte, quoi. Par contre, je ne vais pas me faire son relais pour expliquer à quoi ils vont servir, comment ils vont être exploités, enfin ce genre de choses. Ça sera à lui ou à la direction directement d'expliquer aux personnes. Voilà, moi, mon rôle, c'est juste de l'aider, pas d'être son relais, quoi. Très bien. Excusez-moi. J'ai à côté de toi. Bon, eh bien, c'était mon dernier slide. Avez-vous des questions? Oui, moi? Ok, on t'écoute? Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour cette magnifique conf. J'ai adoré. Et du coup, je m'appelle Myriam Elelou, mais j'ai un petit couac, voilà. Tu dis dans ta conf que pour être un bon Scrum Master, il faut avoir un profil technique. Mais moi, j'en ai pas, par exemple. Ouais, alors, Je serais un mauvais Scrum Master? non, je me suis mal exprimé en fait. Ce que je vais vous dire, c'est que moi, mon background technique m'a aidé et m'aide encore dans mon rôle de Scrum Master, mais j'en fais pas du tout une généralité, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça t'a aidé, s'il te plaît? Oui, bah, dans tous les process de dev classiques, genre revue de code, qualité de code, intégration continue, c'est des sujets sur lesquels je peux échanger avec l'équipe, voire essayer de les améliorer, quoi. Ok, ok. Mais du coup, là, ça fait de toi un expert technique. Ça t'éloigne pas trop du rôle du Scrum Master? Alors, je me prends pas pour un expert, j'ai pas du tout cette prétention-là et j'ai pas du tout la prétention de dire que j'en sais plus que l'équipe sur le sujet. Néanmoins, ta remarque est pertinente et ça fait réfléchir. Ça te gêne pas trop cette ambiguïté, du coup? Bah écoute, non, parce que moi j'ai besoin de ces échanges techniques avec l'équipe pour vraiment me sentir comme faisant partie de l'équipe en fait. Mais encore une fois, hein, c'est un sentiment très personnel. Ok, bon, je vois un peu la différence, merci. Est-ce que tu as d'autres exemples à nous donner? Ouais, bah alors j'ai un exemple classique que j'ai rencontré quasiment dans toutes les équipes que j'ai accompagnées, c'est la dette technique, que j'ai vécu aussi en tant que développeur. Et ce qui remonte quasi systématiquement, c'est qu'elle est mal gérée, voire pas du tout gérée, quoi. Du coup, depuis le temps, j'ai quelques idées sur la manière dont traiter ce sujet, la manière de sensibiliser les gens, que ce soit product owner ou management, sur pourquoi c'est important de la gérer. Et du coup, je me sens en mesure d'accompagner les équipes sur ce sujet-là, quoi. Ok, mais là, si je reformule un peu, ça se dit, de pont entre PO, Dev, manager PO, entre ces différents rôles. Ça fait, on peut dire que tu es traducteur, du coup. Alors, il peut y avoir de ça un peu parfois. Moi, je comparerais plus le rôle de Scrum Master à un équilibriste, en fait. Ok, bon, moi, si je me permets, je le comparais plus à un entraîneur d'équipe. Ah, intéressant. Bah, écoute, Myriam, je te propose que tu me rejoignes et ça fera une bonne conclusion à notre présentation. Alors, pourquoi je compare le rôle de Scrum Master à un équilibriste? Alors, ça a peut-être déjà transpiré dans les débriefs qu'on a eu après chaque scène. J'ai parlé de flou, j'ai parlé de... Enfin, des fois, on était sur un pied ou sur l'autre. Il y a un peu de mon côté normand peut-être qui parle, mais pas que. Moi, je suis persuadé que le rôle de Scrum Master, on est toujours sur un fil. J'ai mis quelques exemples ici. Typiquement, le Scrum Master, il doit être présent dans l'équipe, mais il ne faut pas qu'il oublie les parties prenantes. Un petit retour d'expérience vite fait sur ce point. Donc, dans mon boulot avant Eloquent, je m'étais vraiment impliqué au sein de l'équipe en arrivant, quoi, quand je l'avais rejoint. Mais à en oublier les parties prenantes. J'ai galéré pendant des mois derrière pour me rendre visible. Et voilà, ça a été assez pénible au final, quoi. Donc j'espère ne pas avoir renouvelé l'erreur en arrivant chez Eloquent. L'autre point, c'est que le Scrum Master doit protéger l'équipe, mais il ne doit pas la couper des parties prenantes. Pour moi, ce n'est pas efficace si l'équipe vit dans une bulle. Ce n'est pas ça qu'on souhaite, quoi. Donc il y a pareil un équilibre à trouver. Le Scrum Master, je suis persuadé qu'il doit avoir du leadership pour vraiment bien faire son travail, mais il ne doit pas prendre une posture de chef. Donc là encore, c'est un équilibre à trouver. Et le dernier point que j'ai mis, c'est que je reviens à ce qu'on a dit au début de la conférence sur l'aspect calme, stress, etc. Le Scrum Master, il doit offrir un cadre rassurant à l'équipe. Mais pour autant, moi, je considère que c'est aussi de mon rôle parfois de les challenger, voire de les faire sortir de leur zone de confort quand j'estime que ça va les aider à grandir. Je plus sois tout ce que dit Olivier, mais je vous donne aussi ma version. Moi, je compare le Scrum Master à un entraîneur d'équipe parce qu'il y a une partie du rôle du Scrum Master que j'apprécie énormément, c'est de créer un collectif.
Parce qu'on va se retrouver avec des gens qui se connaissent potentiellement pas, qui n'ont jamais travaillé ensemble. Et une première chose qu'on doit faire, c'est de créer une équipe, accompagner ces gens à créer une équipe et en leur donnant un objectif vers où ils vont. Donc pour créer une équipe qui pousse dans le même sens. Et cela va demander donc de travailler avec des profils variés. Et ces profils variés, il faut qu'on comprenne quelles sont leurs contraintes, quelle est leur personnalité, quelles sont leurs limites, leurs besoins, ainsi de suite. C'est comme par exemple un entraîneur de foot ou d'autres choses. Il va avoir des gens qui veulent être sur le devant de la scène, d'autres qui sont plus en recul. Donc essayer de comprendre la personnalité pour garantir sa sécurité psychologique, son bien-être dans l'équipe pour qu'elle puisse s'exprimer et se sentir bien. Savoir agir au bon moment, ça revient un peu sur la posture haute et la posture basse du Scrum Master. C'est important d'avoir la posture haute, mais laissons nos équipes tester des stratégies, tester des choses, échouer, et on est là pour les accompagner, pour s'améliorer, et du coup pour prendre du recul sur ce qu'ils essayent. Et ça veut dire que finalement, on collabore avec l'équipe Scrum pour qu'elle joue au mieux. Parce qu'on est, mine de rien, garant de cette amélioration continue de l'équipe. On est là pour les aider à chaque fois qu'on travaille potentiellement à travers les rétrospectives, de créer une meilleure version de l'équipe. Et pour vous, c'est quoi un Scrum Master? Merci beaucoup. Merci. On a 7 minutes, 8 minutes pour des questions, si vous en avez. Le switch entre posture off et posture basse, c'est un peu flou. Comment ça se fait? Comment switcher entre la casquette haute et la casquette basse? Et encore plus pour les Scrum Masters qui ont un double rôle, par exemple développeurs, Scrum Master, comment ils peuvent avoir cette casquette? Oui, comme dit Alison, c'est un peu schizophrène. J'ai pas d'autre réponse que c'est au feeling en fait. Ça vient avec l'expérience aussi. Il y a des sujets où on sait qu'il faut se mettre en posture basse parce qu'il faut que l'équipe teste et qu'elle se prenne un mur pour avancer, quoi. Il y en a d'autres où on se dit là, ça sert à rien qu'elle se prenne le mur, il vaut mieux essayer de l'aiguiller en étant un peu plus directif. Mais j'ai pas de bonne stratégie, c'est vraiment, moi je le fais qu'au feeling, quoi. Moi, je pourrais te donner une stratégie qui m'a potentiellement un peu aidée. Quand j'ai joué le rôle de Dev et Scrum Master en même temps, je veillais à clarifier quel rôle j'avais dans la réunion. Si j'avais un rôle d'animateur, j'étais animateur et rien d'autre. Donc, c'était très dur. C'est vraiment pas facile qu'ils disent des choses. Mais non, les gars, mais non, faut vraiment. Donc, on clarifie aussi aux autres quel rôle on porte. D'un autre côté, ça nous enlève un poids. Et quand je prends le rôle de développeur, je garantis qu'il y a un autre animateur qui pourrait faciliter la réunion. Donc il y a ça aussi, c'est clarifier les attentes des autres, quelle partie de la schizophrénie il a en face de lui. Donc ça, c'est très important, ça nous enlève une charge. Et d'un autre côté, je rejoins Olivier, franchement, nous aussi, on teste et on apprend. Donc tu vas voir dans quelle situation, toi, tu te retrouves à l'aise dans ta posture haute, dans quelle situation tu te trouves à l'aise dans ta posture basse. Et il ne faut surtout pas que tu forces la posture haute si tu ne te sens pas à l'aise au moment. Voilà. Oui? Déjà, bravo pour cette première. Une conf collaborative sur un rôle de Scrum Master qui est globalement le droit d'entraînement du collaborateur. Bravo, merci. Et moi j'ai une question, c'est... Même si j'ai une voix pas. Ma question c'est... Comment vous faites quand dans votre équipe la collaboration n'est plus possible? Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? La zizanie dans l'équipe, quoi. Alors moi, j'ai jamais eu de zizanie dans l'équipe. Je croise les doigts. Honnêtement, si ça marche... Alors, je reviens à la discussion qu'on avait sur le rôle de Scrum Master versus le manager. Si à un moment, je sens que je ne sais plus le gérer dans l'équipe, je vais escalader au manager en disant là, il faut que tu fasses quelque chose, que tu dispatches les personnes dans les équipes, que tu revoies ta disposition d'équipe, etc. Mais moi, je ne saurais plus le gérer en fait. À un moment, si c'est des personnes qui se tapent dessus sans arrêt, hors de question qu'on continue comme ça en équipe Scrum, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Et donc voilà, j'escalade le problème en manager. Moi, je plus sois Olivier parce que finalement, c'est là où notre rôle non hiérarchique est bloquant. Et c'est là où le manager est le parfait allié. Il faut le garder dans sa poche. Parce qu'on va être transparent, on va dire au manager, j'ai tout testé. J'ai testé beaucoup de choses.
on doit accepter que des gens ne peuvent pas s'entendre et l'avantage, c'est qu'on peut switcher. Donc, faut accepter et faut faire en sorte que les gens se sentent bien parce que finalement, eux aussi, je pense qu'ils le vivent très très mal s'ils ne s'entendent pas. Donc là, il faut accepter que nous, on ne peut rien faire de plus qu'on a essayé de faire et de clarifier cela à la personne qui a le pouvoir. Le pouvoir. Mais voilà. Tu es Scrum Master pour 2 équipes. Oui. Il n'y a pas de Scrum Master par équipe? Ça se fait pas ou ça a été proposé, mais vous avez choisi cette configuration-là? Alors, moi en fait j'ai toujours, soit j'étais Scrum Master et développeur, soit j'étais Scrum Master sur 2 équipes du coup. Donc j'ai jamais été Scrum Master sur une seule équipe à temps plein. Alors honnêtement, encore une fois c'est très personnel, moi je pense que je m'ennuierais. J'ai besoin de pouvoir passer de différents sujets, etc. Et donc moi ça m'arrange d'avoir 2 équipes. Après, il est clair qu'à certains moments, je dois faire un choix et dire qu'il faut vraiment que je me concentre sur une équipe et que l'autre équipe, je l'accompagne un minimum. Maintenant, alors ça serait compliqué avec 2 nouvelles équipes. Là, je pense que j'aurais vraiment du mal à gérer. Ouais. Là, si j'ai une équipe qui tourne bien à un moment et une autre, enfin là c'est mon cas actuellement, j'ai une équipe qui tourne bien, que j'accompagne depuis déjà une grosse année. J'en ai rejoint une autre et où là il y a tout à monter. Bah, forcément, il y a un déséquilibre entre le temps que je passe. Ouais. Mais ça veut dire que dans l'équipe qui tourne bien, et bah, comme je dis, j'ai tendance moi à diluer dans le temps les points que j'estime nécessaires pour s'améliorer. Bah, ça dilue encore plus, mais c'est pas grave. Au final, tant que ça pose pas de problème à l'équipe. Oui, d'accord. Et tu as un backup dans l'équipe qui tourne bien? Non. C'est pas la peine? Je pense pas. D'accord. Merci. La taille des équipes? Donc une équipe de 5 en me comptant dedans. Et l'autre, 7 ou 8. En ton comptant, ouais. Moi, je rebondis un petit peu sur ce qu'Olivier a dit. Aujourd'hui, j'accompagne une équipe de 13 personnes. Oui, c'est beaucoup. Et du coup, c'est quand même un temps plein. Mais par contre, il y a un aspect que moi, j'apprécie du fait d'accompagner qu'une seule équipe, c'est que j'ai du temps pour moi. J'ai du temps pour lire le pile d'articles que j'ai en attente. J'ai du temps pour moi pour trouver de nouvelles pratiques pour l'équipe. J'ai du temps pour moi pour prendre du recul. Et aujourd'hui, je travaille dans un contexte safe. Donc, j'ai du temps aussi pour accompagner le train à travers les différentes réunions et tout. Et je pense que c'est une contrainte, par exemple, dans un contexte safe, d'avoir un Scrum Master sur 2 équipes. Parce qu'on a également les PI Planning où on doit travailler pendant 3 jours pour programmer donc 4 sprints. Et jongler entre 2 équipes pendant 3 jours, c'est impossible. Donc, d'un côté, je pense que le contexte est vraiment à prendre en compte. D'un autre côté, aussi la taille de l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas prendre une équipe de plus. D'accord, mais les 2 sont possibles. Les 2 sont tout à fait possibles. Il faut être équilibriste. Toi, tu as un backup dans ton équipe de 13? Non, du tout. Non. Oui, mais ça se fait très très bien. Et en fait, finalement, tout le monde est notre backup en vrai. Parce que quand on n'est pas là, l'équipe, nous, on garantit que l'équipe puisse tourner toute seule pour éviter aussi le buzz factor. Parce qu'on ne sait pas du jour au lendemain ce qui peut nous arriver. Donc, c'est important aussi dans notre accompagnement d'amélioration continue de garantir que l'équipe, parce que finalement, tout ce qu'on souhaite mettre en place, c'est l'auto-organisation de l'équipe. D'accord. Voilà. On pourra en parler davantage. D'accord, merci. On a le temps pour une dernière question, s'il y en a. Oui. Moi, je pose une question un peu sur les rôles. Je dirais que le product owner, c'est ce qu'on appelle client interne. Vous parlez du manager, est-ce que c'est le chef de service? Et du coup, Scrum Master, c'est quoi par rapport au chef de projet? C'est celui qui aide les gens à ne pas devenir fous. Parce qu'en gros, dans un projet, on avait défini il y avait un chef de projet, il y avait un product owner, il y avait un Scrum Master. Du coup, le rôle entre chef de projet et Scrum Master, c'est alors moi, dans mon précédent boulot, il y avait des chefs de projet, mais ils n'étaient vraiment pas dans l'équipe en fait. Ils étaient juste là pour reporter sur des plannings et coordonner différentes équipes en fait. Il y avait ça aussi. Quand il y a un projet qui nécessite l'intervention de plusieurs équipes, j'avais un chef de projet qui allait voir chacun, que ce soit des équipes Ops ou des équipes de Dev.
Mais pour moi, le chef de projet se rapproche un peu du rôle du PO plus. Je ne le mêle pas du tout au rôle de Scrum Master. Pour moi, il n'y a pas de lien entre les deux, quoi. Si tu veux, je pense là il reste plus de temps, on pourra en parler du coup par la suite, j'aurai une réponse à te donner. Je vous remercie vraiment de tout mon cœur d'être là. Et n'hésitez vraiment pas à nous donner du feedback pour qu'on s'améliore. Merci beaucoup.